L'un des cas les plus célèbres et les plus convaincants s'est déroulé il y a plus de 20 ans en Arizona. Je m'appelle Travis Walton. Je travaille comme acheteur. Mais en 1975, j'étais tronçonneur. Je m'appelle Michael Rogers. En 1975, je travaillais comme bûcheron, juste ici. J'étais le chef d'une équipe dont faisait partie Travis Walton. Je fais toujours le même travail. Je venais de mettre la tronçonneuse et les outils à l'arrière de la camionnette quand on a aperçu une drôle de lumière qui s'approchait à travers les arbres. De la lumière à travers les arbres. Plus je la regardais, plus elle semblait bizarre. L'un des gars a crié « C'est un vaisseau spatial !» Travis a sauté de la camionnette pour aller voir de plus près. Je courais vers cette chose, mais elle ne s'éloignait pas. C'était un gros objet brillant en forme de disque. C'était une soucoupe volante. Un disque métallique qui planait à moins de 300 mètres. Il était comme doré. Ça ressemblait à du métal qu'on sort au fourneau, comme de l'acier. Ce n'était pas une petite boule de gaz qu'on apercevait au loin. C'était vraiment un objet mécanique. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il était parfait et très beau. Il y avait une sorte de grondement qui s'en échappait et qui faisait frémir. Il dégageait de l'énergie, mais on le ressentait plus qu'on l'entendait. À un moment, cette chose s'est mise à bouger et à faire plus de bruit, tout en prenant de l'altitude. Les gars dans le camion me criaient de m'arrêter, de m'éloigner. L'objet faisait beaucoup de bruit bizarre. Je commençais à remettre en question ce que j'étais en train de faire. Il s'est accroupi derrière une bûche. Je me suis caché en vitesse. On voyait la camionnette bouger et on ressentait ça aussi à travers les tremblements du volant. Ça tremblait de partout. C'est là que ça s'est gratté. C'est à ce moment-là que je me suis décidé à partir. Je me suis levé pour y aller. Un être est sorti de cette chose, comme un rayon d'énergie bleue, et il l'a frappé au torse et à la tête. Et boum! Quelque chose m'a frappé. Pendant un instant, c'était aveuglant, je ne voyais plus rien. C'est comme si quelque chose avait explosé devant lui. Le souffle l'a projeté en arrière. C'était un peu comme une explosion ou comme un choc électrique. Et il a atterri là-bas. Et je me suis évanoui. C'est là que j'ai accéléré. On a réalisé qu'on avait laissé Travis et qu'il était sans doute blessé. S'il n'était pas mort, en tout cas, il était sûrement blessé. Alors on est tous descendus de la camionnette et on en a parlé, tout en regardant en arrière. Après 10 ou 15 minutes, on s'est enfin décidé à faire demi-tour. Je me suis réveillé très progressivement. J'étais conscient par petits bouts. Je ne savais pas où j'étais complètement perdu. J'ai fini par me rappeler ce qui s'était passé. Je me suis revu en train de marcher vers l'objet et avoir été frappé par quelque chose. J'ai pensé que j'avais dû être blessé, qu'on m'avait amené à l'hôpital et que c'était là que j'étais. Avec une lampe de poche, on a éclairé la route et la clairière. On n'a pas tout de suite réalisé que Travis n'était plus là où il était tombé. Il avait disparu. Il y avait un objet posé sur mon torse. Au-dessus de moi, il y avait une lumière rectangulaire fixée au plafond. J'étais allongé sur une surface dure. Il faisait très chaud, très humide. Mais le pire, c'était cette sensation de douleur insupportable.
Des fouilles ont eu lieu pendant 4 jours, à partir du lendemain et pendant les 3 jours suivants, sur toute cette zone et la région aux alentours. Il y avait beaucoup d'hommes à cheval et de chiens, des hommes à pied, des véhicules, des hélicoptères et des avions qui y ont participé. Mais on a trouvé Des fouilles ont eu lieu pendant 4 jours, à partir du lendemain et pendant les 3 jours suivants, sur toute cette zone et la région aux alentours. Il y avait beaucoup d'hommes à cheval et de chiens, des hommes à pied, des véhicules, des hélicoptères et des avions qui y ont participé. Mais on n'a trouvé aucune trace de Travis, pas une seule piste. Quand j'ai finalement repris mes esprits, j'ai aussi entendu des mouvements autour de moi. Je savais qu'il y avait quelqu'un, mais je croyais que c'était des médecins qui me soignaient. Quand j'ai réussi à y voir plus clair, j'ai vu des créatures penchées sur moi et j'étais terrifié. J'ai tout de suite su que je n'étais pas dans un hôpital. J'ai paniqué. Ils se sont approchés de moi. Je me suis mis à crier. J'ai pris un objet et je leur ai lancé en hurlant. Ils se sont arrêtés. Ils ont étendu leurs mains en même temps et tout à coup, tous les 3 ont fait demi-tour et sont sortis de la pièce. C'est là que j'ai vu par la porte une personne, un être humain. Il m'a poussé dans le couloir jusqu'à une pièce où il y avait d'autres gens qui attendaient. Des gens qui lui ressemblaient et qui m'ont amené sur une table. J'ai commencé à douter qu'ils essayaient de me sauver. Je me demandais ce qui m'attendait. L'un d'eux m'a mis un masque sur le visage. On aurait dit un masque à oxygène. J'ai essayé de l'arracher et je l'ai attrapé. Mais j'ai pas réussi à l'enlever avant de perdre connaissance. Ensuite, je me suis réveillé. J'ai repris conscience rapidement. Il faisait froid et sombre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une lumière en haut. C'était un appareil qui planait au-dessus de moi. Tout à coup, il a disparu à toute vitesse dans le ciel. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais allongé à côté d'une autoroute. Travis avait disparu depuis 5 jours. Même pour moi, c'est un mystère. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Une chose rend l'hypothèse des enlèvements difficile à écarter. Les événements rapportés sont tous très semblables. Même depuis les toutes premières apparitions d'OVNI, il y avait beaucoup de similarités entre les histoires. Cette étude comparative m'a permis de voir que les récits se ressemblaient énormément. La plupart commencent par un enlèvement, continuent par un examen et, à de très rares occasions, par une sorte d'expérience spirituelle. Il y a aussi beaucoup de ressemblances dans le contenu, la description des êtres, celle des vaisseaux, dans les sensations et les effets bizarres. Tous ces éléments sont extrêmement similaires d'une histoire à l'autre. C'est surprenant que la séquence des événements soit toujours la même, parce que les histoires sont assez longues. D'autant qu'elles sont étranges, les gens pourraient en profiter pour modifier certains épisodes ou certains événements. Mais ça arrive très rarement. D'où viennent ces kidnappeurs extraterrestres?
Ils disent qu'ils habiteraient des planètes de divers systèmes solaires comme les Pléiades, Akel-Shedir, l'étoile de Bernard et Zeta Reticuli, toutes situées à des années-lumière de la Terre. On n'a jamais trouvé aucun signe de vie émanant de ces planètes. Certains extraterrestres apportent des messages de bonne volonté, tandis que d'autres viennent s'emparer de notre matériel génétique. Steve Neal, victime d'un enlèvement extraterrestre, éprouve des sentiments mitigés à propos de son expérience. Je suis persuadé d'avoir rencontré quelque chose qui n'est pas humain, mais très intelligent et qui, semble-t-il, s'intéresse beaucoup à mon âme. Je suis persuadé d'avoir rencontré quelque chose qui n'est pas humain, mais très intelligent et qui, semble-t-il, s'intéresse beaucoup à mon âme. Mais quand on se fait enlever, comme on a l'habitude d'appeler ça, déposer sur une table et réduire à rien de plus qu'un bout de chair, et quand on se fait piquer avec des aiguilles et qu'on est effrayé, on a envie d'en savoir plus. Je suis en train d'illustrer différentes scènes qui vont faire partie d'un film que je produis sur le soi-disant phénomène des enlèvements extraterrestres. Ou comme j'aime l'appeler, le phénomène des visiteurs. Ça a une connotation moins menaçante. Depuis 1 an et demi, je ne fais rien d'autre. Des extraterrestres gris, des recherches sur les débris de Roswell pour une reconstitution des morceaux de Roswell pour Borderline, Sightings ou Encounters, ce genre d'émission. Ça m'occupe énormément. Je fais des portraits détaillés de la façon dont ces êtres sont perçus. Ceux que vous voyez ici sont basés sur des informations que j'ai obtenues de mes séances avec un hypnothérapeute il y a environ 4 ans. Une compagnie d'assurance basée en Floride propose désormais une police pour les enlèvements extraterrestres. Par contre, pour être payé, il faut pouvoir apporter plus de preuves qu'un simple souvenir sous hypnose. Mais il y a aussi le cas du policier Alan Godfrey qui a rencontré une soucoupe volante pendant sa patrouille. Plus je m'approchais de cet objet, plus je réalisais que ce n'était pas quelque chose qu'il était normal que je voie à Todd Morden aux petites heures du matin. Trois autres policiers ont signalé un ovni dans le ciel. C'était quelque chose de concret. Ce n'était pas une hallucination, c'était bien réel. Cet objet mesurait 6 mètres de large, 4 mètres de haut, et il avait la forme d'un diamant. La moitié inférieure tournait sur elle-même, et la moitié supérieure ne bougeait pas. Il avait une rangée de fenêtres sombres, où c'était peut-être des cloisons. Sous hypnose, il a décrit son enlèvement par des extraterrestres. Dans une pièce, il y a un très grand humanoïde, à défaut d'un meilleur mot. Il mesure environ 1,90 m. Il est très grand, mince, avec une barbe. Il porte une calotte et une blouse blanche. Ensuite, on me demande de monter sur un lit. Et puis il y a ces horribles petites choses qui arrivent. Elles avaient des têtes en forme d'ampoule avec des yeux noirs sombres. C'est la meilleure description que je peux en faire. Il y en avait à peu près 7 ou 8. Je sais, ce que j'ai vu cette nuit-là était réel. C'était tout à fait réel. Cette rencontre rapprochée est-elle une fausse mémoire créée sous hypnose? L'histoire que raconte Alan sous hypnose est captivante. Quand on rapproche ses souvenirs conscients et ceux dont il se souvient seulement sous hypnose, ils se complètent parfaitement. Par exemple, Alan nous dit que quand il a aperçu l'OVNI, il pensait que c'était un autobus. Ce n'est qu'après coup qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et qu'il a décidé d'aller y voir de plus près. Sous hypnose, il dit « Un autobus. Ce n'était pas un autobus. » Son visage affiche une expression d'incrédulité. Il n'en croit pas ses yeux.
Beaucoup de gens pensent qu'Alan Godfrey a été influencé par l'hypnotiseur ou par moi. C'est faux, parce qu'aucun des médecins approchés ne croit aux ovnis. Ils sont intrigués par l'expérience du témoin, ils sont incapables de l'expliquer, mais ils ne croient pas aux ovnis. Ces médecins agissent comme un écran entre les témoins et moi. Ce sont les médecins qui interrogent Alan Godfrey sans essayer de diriger ses réponses. Par contre, à 2 reprises au moins, il a refusé de continuer à répondre aux questions. Une fois, il a même failli sortir de son hypnose en disant qu'il ne voulait plus répondre et qu'il n'était pas obligé. Il faut dire qu'à l'époque où Alan Godfrey a eu son expérience et a suivi des sessions d'hypnose, il n'y avait pratiquement pas de récit d'enlèvement extraterrestre au Royaume-Uni. Pour ne pas dire pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. Personne n'en avait entendu parler. L'hypnose est le seul moyen que je connaisse pour rechercher des souvenirs oubliés ou flous. Il ne s'agit pas d'une méthode qui marche à tous les coups. Mais si on ne s'en était pas servi, personne n'aurait jamais été au courant des enlèvements extraterrestres liés au récit de tous ces amnésiques. These are robots. They're not human. Je crois sincèrement que tout ce que j'ai raconté sous hypnose m'est réellement arrivé. Un champ électromagnétique aurait-il pu engendrer cette expérience? D'autres qu'Alan Godfrey se sont fait enlever au volant de leur voiture. Rien dans l'environnement ne pourrait prendre le contrôle d'une voiture. Si c'était le cas, il y aurait un empilement de véhicules qui seraient tombés en panne à un endroit précis. C'est délirant de penser que cette force électromagnétique, si elle existe, pourrait contrôler le cerveau du conducteur et faire en sorte qu'il arrête sa voiture juste au bon endroit sans créer d'accident. Existe-t-il d'autres preuves susceptibles d'étayer ces récits? Les victimes d'enlèvement signalent d'étranges marques, des cicatrices et des ecchymoses. Quand je me suis réveillé, j'avais des blessures sur le corps et je ne savais pas d'où elles venaient. Je ne veux pas trouver quelque chose sur moi et me demander si des extraterrestres y ont mis. Je veux en avoir le cœur net. Quand je me couche, je sais ce que j'ai sur moi. Alors, quand je me réveille avec une cicatrice de 4 cm sur ma jambe, je me pose des questions. Ça m'arrive assez régulièrement. Et puis, il y a aussi les marques triangulaires. On en entend beaucoup parler, mais ça existe vraiment. Des gens en ont, moi j'en ai. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles sont identiques d'une personne à l'autre. Sur les photos, mes blessures sont comme celles de tous les autres. Des récits parlent également d'implants. Une victime d'enlèvement s'est même fait opérer pour qu'on lui retire le sien. Jesse Long croit qu'il a été enlevé quand il était enfant et qu'on lui a implanté quelque chose dans la jambe. Oh, you're just feeling twisting? But it still hurts. Ces enlèvements ont-ils vraiment eu lieu? Ou sont-ils simplement imaginés par les victimes? Aucune preuve n'apporte de réponse définitive. Je n'ai aucune preuve concrète. Je n'ai pas rapporté un briquet du vaisseau. Mais si quelqu'un disait en avoir ramené un, je serais très sceptique. Ce n'est pas si simple. Les extraterrestres ne vont pas nous laisser nous emparer de preuves qui montreraient que ce qu'on raconte est vrai. Ils doivent d'abord le vouloir. Ce que j'ai vu cette nuit-là est réel. C'est tout à fait réel. Par contre, je ne sais pas ce que c'était, ni d'où ça venait. Ça reste un mystère pour moi. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé.
Ils me paralysent toujours, parce qu'ils savent que sinon, je vais en tuer autant que je peux. Pourquoi choisissent-ils certaines personnes? Que veulent les extraterrestres? Je n'en suis absolument pas certain. Par contre, je sais que cette présence, ces êtres à l'intelligence non humaine, prévoient entrer en contact avec chaque âme humaine jusqu'à ce que leur plan ait abouti. Je crois que c'est bien mieux que d'atterrir sur la pelouse de la Maison-Blanche et certainement plus efficace.